Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier notre dernier circuit série, à savoir le circuit RLC série. Alors la vidéo sera un petit peu plus longue que les autres, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce circuit, donc je m'en excuse d'avance et je vous souhaite bon courage pour la lecture de cette vidéo. Je vous invite peut-être à la découper en fonction des différents cas que nous allons étudier. Alors, premièrement, nous allons donc étudier un circuit composé d'une résistance, d'une self et d'un condensateur placé en série, le tout traversé par un courant I qui sera la référence. La résistance R ici a un coefficient R, la self un coefficient de self-induction L et la capacité une capacité C. On va voir donc des chutes de tension apparaître au niveau des différents éléments, avec ici une chute de tension due à UR, ici une chute de tension due à UL et ici une chute de tension UC. La chute de tension totale, ici, U, sera égale à la somme vectorielle de UR plus UL plus UC, avec UR ici qui est donc R fois I, UL qui est dû au courant et au coefficient de self et donc qui va être donné par J oméga L fois le courant I, et le condensateur 1 sur oméga C fois moins J fois le courant I. Alors si je mets le courant I en évidence, il va me rester ici R plus J, que je vais mettre en évidence aussi, et ici il va me rester oméga L fois, moins 1 sur oméga C, comme ceci, avec ce terme entre crochets ici, qui représente l'impédance, comme ceci, puisque on sait que U, c'est égal à I fois l'impédance, et donc ce terme-là, entre crochets, représente toute l'impédance ici, sous forme rectangulaire, mais on pourrait aussi la retransformer et la présenter sous forme polaire, comme ceci. On avait l'habitude de le faire. Alors comment? Eh bien, en allant chercher pour la norme de Z la racine de R carré plus oméga L moins 1 sur oméga C au carré, et pour chercher phi en faisant l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Alors, on va maintenant étudier le premier cas de notre étude, c'est-à-dire quand la contribution selfique est plus importante que la contribution capacitive, donc c'est-à-dire quand oméga L est plus grand que 1 sur oméga C. Alors, on va représenter le diagramme de Fresnel. On a donc le courant I qui est ici, un UR qui est en phase avec le courant puisque la résistance n'introduit pas de déphasage dans le circuit, une contribution UL qui va être plus importante que la contribution UC, puisque on voit que dans notre étude, oméga L est plus grand que 1 sur oméga C, et donc ici, je vais écrire UC, pardon, pas oméga, comme ceci. Si on veut chercher la tension totale, on doit faire la somme vectorielle, donc on doit d'abord commencer par additionner UC et UL. Alors finalement, additionner UC et UL, c'est faire la différence entre les deux, puisqu'on va voir apparaître donc UC, si c'est comme ça un vecteur, je peux le déplacer ici. Et donc finalement, on va avoir ici une tension intermédiaire que je vais appeler UL', et qui sera du coup la différence ici, UL', c'est la somme vectorielle, donc c'est UL plus UC, et donc en valeur efficace, on pourra écrire que UL' est égal à la valeur efficace de UL moins la valeur efficace de UC. Et ensuite, il nous reste encore à additionner ce UL intermédiaire avec UR ici, pour trouver finalement la tension totale U comme ceci. Alors pourquoi est-ce que je l'ai appelée UL'? Parce qu'on voit qu'elle se comporte comme une tension due à une self pure, mais une self qui serait de coefficient L' et non pas L comme on l'a dans le schéma, puisqu'on lui a retranché la contribution capacitive ici. Alors dès lors, je peux écrire que la tension U totale vectorielle ici, c'est égal à la tension UL'
plus la tension UR. Et encore, si je veux ''chercher la valeur efficace de U'' ici, donc je vais avoir un triangle rectangle entre la valeur efficace de U, la valeur efficace de UR et la valeur efficace de UL'. Et donc je vais pouvoir écrire ici racine de UR carré plus UL' carré. En n'oubliant pas que ce qui se cache derrière UL', c'est bien UL moins UC. Et donc ici, il va me rester alors racine de R fois I carré plus, alors je vais laisser le I carré, ou pas, non, je vais mettre entre parenthèses ici que c'est UL moins UC. Alors UL, c'est oméga L fois I, moins 1 sur oméga C fois I, tout ça au carré, comme ceci. Et donc finalement, je vais avoir des termes en I carré qui apparaissent, hein, et donc je vais avoir des racines de I carré, les racines de I carré vont sortir, donc il me restera finalement un coefficient I ici, et une racine avec dedans ici R carré, plus ici, alors oméga L moins 1 sur oméga C, le tout au carré, comme ceci. Et donc on voit bien que cette racine ici, c'est bien l'expression de la norme de l'impédance complexe. Ça c'est bien Z, comme j'avais été le représenter ici. Cette partie ici, on va l'appeler, on va la poser, on va appeler ça la réactance X. Donc la réactance, c'est la partie résistance complexe d'une impédance. Donc cette réactance vaut la valeur absolue de oméga L moins 1 sur oméga C. Et donc on va pouvoir écrire que la norme de Z, c'est égal à la racine de R carré, donc la partie résistive, plus X carré ici. Alors pourquoi mettre des valeurs absolues? Parce que de toute façon, quand on va l'élever au carré dans la racine, que ça soit positif ou négatif, ça fera quelque chose de positif. On peut du coup maintenant représenter le diagramme des impédances. Alors, dans un système d'axes réels imaginaires, donc j'ai ici un axe imaginaire, ici un axe réel. Pas très cartésien mon repère orthonormé, mais c'est pas grave. Alors, on a une partie due à la résistance ici, une partie selfique comme ceci, donc due à J oméga L, et une partie capacitive plus petite ici, due à moins J fois 1 sur oméga C. Et donc finalement, alors à nouveau c'est une addition de vecteurs, donc ici je peux retrancher la partie capacitive et faire la somme vectorielle ici entre cette partie imaginaire intermédiaire et la résistance R ici. Représenter Z comme ceci, avec l'angle de déphasage ici, phi. Et donc on voit bien que Z, c'est bien la partie réelle ici, due à R, plus une partie imaginaire qui est due à la différence, enfin en tout cas à la somme vectorielle, mais donc ici à la différence entre J oméga L et J fois 1 sur oméga C, donc il va rester ici J fois oméga L moins 1 sur oméga C comme ceci. Alors on peut à nouveau chercher phi en faisant l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, c'est-à-dire l'arc tangente de ce que je viens d'appeler la réactance divisé par la résistance. Voilà, on va maintenant pouvoir étudier le deuxième cas. Alors je vais aller me mettre un peu ici sur le côté. Faites une pause dans la vidéo si vous avez envie et reprenez juste après. Le deuxième cas qu'on va étudier, c'est le cas à la résonance, c'est-à-dire quand oméga L est égal à 1 sur oméga C. Cette valeur particulière, oméga L égale oméga C,
est donnée pour une pulsation particulière qu'on appelle oméga 0, et cette pulsation de résonance, oméga 0, eh bien, elle dépend, enfin, elle est facteur de la fréquence de résonance qu'on appelle F0, puisqu'on sait que ce qui lie oméga 0 et F0, c'est un facteur simplement de pi, comme ceci. Et donc, on se propose de calculer la fréquence de résonance à laquelle le phénomène va apparaître. Alors, c'est exactement la même démonstration que dans le cas du circuit LC, puisqu'on est vraiment dans les mêmes conditions. Donc, je ne vais pas refaire la démonstration, mais en gros, on trouve que la fréquence de résonance est obtenue pour 1 sur 2pi racine de LC. Je vous invite à retourner voir la vidéo sur le circuit LC série. Et du coup, l'impédance, elle, bah, par contre, ça ne change pas, hein, donc c'est pas la norme, c'est bien le vecteur impédance. L'impédance ne change pas, on est toujours dans le cas ici, comme ceci. Donc on va avoir R plus J oméga L moins 1 sur oméga C. Sauf que ben, il va apparaître quelque chose d'assez particulier. On va voir ici R plus J fois oméga 0 L moins 1 sur oméga 0 C. Et tout ça, eh bien, ça vaut finalement 0. Et donc, on va avoir une impédance, dans ce cas-là, à la résonance, qui va valoir juste la résistance. On a donc défini une impédance minimale de mon circuit, celle où on a F0, et un angle phi du coup qui vaut 0 forcément aussi, puisqu'il n'y a plus de partie imaginaire. On représentera ça sur un graphique juste après, pour fixer les idées. Le troisième cas qu'on va maintenant étudier, c'est quand la partie capacitive est plus importante que la partie selfique, c'est-à-dire donc quand oméga L est plus petit que 1 sur oméga C. Alors, il n'y a pas grand-chose qui change, mais juste des signes qui vont apparaître. Alors si je représente dans un diagramme de Fresnel le courant I, la tension au bord de la résistance, c'est-à-dire ici UR, en phase à nouveau avec le courant, puisque la résistance n'introduit pas de déphasage, ça commence à rentrer. Hein. On va avoir ici une contribution, enfin une tension UL et une tension UC qui va être plus grande que UL, hein, du coup, puisque la partie capacitive est plus importante que la partie selfique. On va donc pouvoir définir ici une tension intermédiaire UC', qui est la somme vectorielle de UL et de UC. Donc, même combat que tout à l'heure, hein, on pourrait retourner dans la démonstration qu'on a fait ici, avec U qui est donc égal à UC' plus UR. Dommage que je n'arrive pas à les faire en parallèle, ça aurait pu être sympa. Donc U, qui est donc ici, hein, hop, comme ceci. Donc U ici est égal à UR plus UC', avec UC' qui est égal à UL plus UC, mais cette fois donc c'est en vecteur, hein. Désolé, hop, mais donc ça veut dire que UC' en valeur efficace est égal à et bien ici oméga L moins 1 sur oméga C, avec oméga C qui est plus grand, et donc une valeur efficace qui est dirigée vers le bas, c'est bien le cas ici, puisque on va avoir un nombre négatif. Et donc, eh bien, même combat, hein, on va avoir l'impédance qui va valoir Z qui est égal à R plus J oméga L moins 1 sur oméga C. Cependant, ce terme-là, du coup, va être négatif, pardon, et donc on va avoir finalement une impédance complète qui va valoir R moins JX ici, avec X, et bien ce terme-là en valeur efficace. La tangente, le phi, pardon, l'angle phi est toujours égal à l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, c'est-à-dire oméga L moins 1 sur oméga C sur R. Attention qu'ici, comme la contribution oméga C est plus importante, phi va être un angle négatif. On le voit bien ici en plus sur le schéma que phi est bien dirigé vers le bas et donc est bien un angle négatif. Et donc il faut bien rester conscient de ça. On va maintenant représenter un Z, donc l'impédance, dans un graphique en fonction de la fréquence. Et donc bien ici, comme ceci. Hop, donc ici j'ai l'impédance.
Alors, on va même choisir la norme de l'impédance pour voir ce qui se passe. Ici, j'ai une pulsation, pas une fréquence, pardon, F0. Mon axe de X, c'est la fréquence. En F0, j'ai dit que j'avais une impédance minimale qui valait R, puisque les contributions selfiques et capacitives s'annulent. Et donc, à la F0, Z vaut, donc Z vaut toujours R plus, alors au carré ici, on va mettre la racine, oméga L moins 1 sur oméga C, le tout au carré. Donc, à la fréquence de résonance, ce terme-ci, donc ce terme ici, s'en va. Et donc, il me reste racine carrée de R carré, c'est-à-dire finalement R. Toc, 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 toc. Par contre, si je suis à une fréquence plus basse ou plus haute, on va commencer par une fréquence plus haute. Donc, si je suis dans un F plus grand que F0, je suis dans un cas où oméga L est plus grand que 1 sur oméga C. Si on joue juste sur les pulsations, hein, le L et C n'a pas bougé. Hein, donc, si j'augmente ici oméga, et bien forcément, comme celui-là augmente aussi, le rapport ici diminue, et donc oméga L va devenir plus grand que 1 sur oméga C. Donc ça veut dire que ici, mon Z a tendance à augmenter, puisque tout ce terme-là va avoir tendance à augmenter, puisque celui-ci augmente plus vite et celui-ci diminue, donc forcément ça augmente. Et donc, si ce terme-là augmente, ça veut dire que Z augmente aussi. Et donc, pour toutes les fréquences où je suis au-dessus de F0, je vais avoir quelque chose qui fait ça. Et pour toutes les fréquences inférieures à F0, c'est-à-dire toutes les fréquences où j'ai oméga L qui est inférieur à 1 sur oméga C, alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pas vraiment de différence, hein, puisque ici, comme j'ai un terme qui va évoluer au carré, eh bien, le fait de diminuer ce terme-là par rapport à ce terme-là, alors, oui, ça va changer dans le sens que ça s'inverse finalement. Okay, il va y avoir une contribution négative puisque on va avoir un terme ici, oméga L moins 1 sur oméga C qui va avoir tendance à être négatif, mais négatif qui augmente, donc qui devient de plus en plus négatif. Et comme c'est un terme de plus en plus négatif au carré, ça devient un terme positif qui augmente finalement. Et donc, que je sois d'un côté ou de l'autre, la pédance va avoir tendance à monter comme ceci pour des fréquences propres que j'ai appelées F1 et F2 par exemple. Ici. Voilà, c'était une vidéo un peu plus longue, un circuit un peu plus compliqué. J'espère que vous avez pu fixer toutes les idées du circuit RLC. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.